Tout de suite, on s'en va donc parler à Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Nous avons avec nous en visuel M. Benoît Barbeau. Benoît Barbeau, comment ça va? Très bien, et vous, M. Pierre? Ça va très bien. Et puis, est-ce qu'on a de bonnes nouvelles du côté de la COVID, professeur? Et comment donc? Donc, on s'aperçoit en ce moment que depuis le début de l'année, on a eu quelques augmentations, mais là, depuis les derniers jours, semaines, on voit une diminution des cas d'infection, mais surtout, plus rassurant, et qui nous offre le meilleur suivi, c'est une diminution dans les cas d'hospitalisation. Et puis, dans le fond, pour le moment, on ne voit pas ce qu'on avait comme inquiétude. Nos inquiétudes ne se concrétisent pas dans le sens que le fameux sous-variant qui a fait quand même, on pourrait dire, qui a fait rage aux États-Unis, ne semble pas mener à une augmentation trop marquée des cas d'hospitalisation au Québec. Et de décès surtout, parce que les décès augmentaient il y a quelques semaines et là maintenant Oui. qu'on stabilise les décès, c'est déjà extrêmement important, pas vrai? Oui, comparativement à ce qu'on avait vécu, rappelons-nous, début d'année 2022, on n'y est aucunement. Alors, je crois qu'en effet, on voit une très belle tendance épidémiologique, même malgré les augmentations qu'on a vécues, n'ont pas trop été explosives. On a eu une augmentation, certes, mais au niveau des cas les plus graves, il y a un maintien vers la baisse qui est quand même très encourageant et ça devrait continuer et se perpétuer dans les prochaines semaines et mois à l'approche, entre autres, du printemps. Professeur Barbeau, il y a l'OMS qu'on doit aussi regarder. L'OMS qui hésite encore à dire que l'urgence sanitaire est terminée et qui semble vouloir dire au contraire qu'il faut faire attention. Oh, mais vous savez, ça fait depuis plus que là, on nous parle de près de 3 ans que la pandémie a été déclarée, si je peux dire presque en fait, ça fait 3 ans. Et puis, je crois que l'OMS fait attention. Au tout début, on les avait critiqués au contraire pour ne pas avoir été assez rapide pour déclarer la pandémie. Il y avait quand même eu quelques cafouillages de leur part. Et là, en ce moment, je crois qu'ils font plus attention. C'est certain que au Québec ne reflète pas nécessairement la totalité de la situation au niveau mondial, bien qu'en général, on voit que la tendance se maintient de façon très optimiste. En Chine, encore là, un inconnu qui demeure. Alors, c'est la Chine, on doit la suivre de près tout de même. Mais autrement, je crois que d'après la prédiction de certains scientifiques, on pourrait s'attendre en effet à ce que la pandémie, si elle n'est pas terminée, devrait se terminer, probablement se terminera cette année. Puis on pourra parler à ce moment-là plus d'une situation endémique, si on pourrait dire. Et là, l'autre problématique aussi importante, c'est de savoir, et on prête à l'OMS des intentions de savoir qu'est-ce qui nous a amené à la COVID, et d'où nous est venue cette COVID. On critique l'OMS de ne pas vouloir pousser sur l'accélérateur du côté de la Chine parce que les Chinois ne semblent pas être trop coopérants, n'est-ce pas? Mais les spécialistes disent qu'il faut absolument savoir d'où est venue cette épidémie de manière à se prémunir pour l'avenir, n'est-ce pas? Ben, c'est certain que ça sera une information qui sera très importante, savoir exactement quelle était l'espèce animale qui était le vecteur là, qui a transmis, qui a permis justement au virus de faire un saut, une transmission qu'on appelle zoonotique, donc un saut d'une espèce à l'autre. Ça, en soi, c'est des informations qui demeurent essentielles pour savoir à quel point on est encore en contact avec cette espèce animale-là et qui sait, on pourrait justement avoir encore une nouvelle transmission qui mènerait à un virus autre que celui qui nous affecte en ce moment euh, et éventuellement une épidémie ou une pandémie. Alors, c'est toujours des informations importantes. Il faut quand même comprendre, ce n'est pas si évident et facile. On sait quand même qu'au niveau du SRAS-CoV-1, du MERS-CoV, on a découvert quelle était fort probablement l'espèce animale qui a transmis ces virus, mais au niveau, ça prend un certain temps. C'est pas quelque chose qui prend quelques mois, même quelques années. Ça peut être plus long.
on a quand même des évidences claires qui démontrent que la transmission s'est faite fort probablement par ce fameux marché de Wuhan, mais à savoir quelle est l'espèce animale, évidemment, la chauve-souris serait probablement pas celle qui directement l'aurait transmise. On cherche cet intermédiaire et ça demeure compliqué. C'est sûr qu'au niveau de la Chine, on a en ce moment certaines difficultés d'avoir justement une coopération de leur part pour bien des raisons. Mais en effet, et l'OMS est quand même limitée en termes d'action qu'elle peut prendre. Elle n'a pas vraiment elle ne peut pas imposer quoi que ce De soit. marge de manœuvre. Exactement. Donc, elle peut suggérer fortement, recommander la mise sur pied d'un nouveau comité. On se rappelle qu'en début de pandémie, on avait eu ce comité qui avait été en Chine pour investiguer les lieux et qui avait en effet établi plus ou moins certainement que la transmission ou l'arrivée de ce virus avait été causée par une espèce animale et non pas un accident en laboratoire. Mais n'empêche que c'est certain que maintenant qu'on sait quand même, il y a des bonnes chances que dans le marché Wuhan, qu'une espèce animale infectée qui aurait fait cette transmission-là, en fait, à deux moments indépendants, ce serait important de connaître quel est le fautif, ou je peux dire l'espèce qui était porteuse, qui est réservoir, qui a justement mené à cette pandémie. Mais, professeur, vous noterez que l'OMS laisse toutes les voies ouvertes, y compris la possibilité que ce virus-là ait été fabriqué en laboratoire, là. Bien, vous savez, peut-être pas tant fabriqué en laboratoire, dans le sens intentionnellement fabriqué en laboratoire, possiblement plus. Oui, la possibilité demeure où qu'il y aurait eu des échantillons qui auraient été prélevés à partir de certains milieux, certains environnements qui auraient éventuellement été en laboratoire. Que ça peut se faire en laboratoire, tout comme au niveau du prélèvement. D'autres mots, vous savez, ces chercheurs-là, lorsqu'ils vont chercher des spécimens pour les étudier en laboratoire, il faut qu'il y ait des endroits où que ces spécimens-là, ces virus-là, soient accessibles. Que ce soit dans, par exemple, des cavernes où il y a des chauves-souris ou tout autre endroit. Alors là aussi, il pourrait avoir été exposé. Donc, l'exposition avec ces virus-là par des scientifiques aurait pu être faite à l'extérieur du laboratoire. Et là, à ce moment-là, ces gens-là auraient été dans le milieu de laboratoire, puis possiblement qu'il y aurait eu une transmission. Peu importe quelle est la manière, on ne peut pas vraiment penser qu'en Chine, on aurait développé intentionnellement des coronavirus qui seraient plus dangereux. Du moins, ça risque d'être difficile. Il n'y a rien d'impossible. Mais je crois qu'on pense plus à un accident. Mais encore là, d'après, comme j'ai mentionné, on garde la porte ouverte, mais d'après certaines études, les recherches qui sont là et d'après des études solides, avec d'ailleurs des chercheurs canadiens qui ont contribué à ces études-là, on croit quand même que le meilleur scénario, le scénario le plus plausible scientifiquement, est vraiment cette transmission qui aurait eu lieu dans le fameux marché, le marché de Wuhan. Alors ça, en soi, ça demeure évidemment l'hypothèse la plus sérieuse à l'heure actuelle. Mais il demeure que ce qui nous aura davantage marqué et qui va continuer à nous marquer, c'est cette possibilité qu'a ce virus à se muter et à se présenter sous une autre forme, etc. Même si l'état d'urgence sanitaire, à un moment donné, va se terminer, espérons, cette année 2023, mais il va quand même rester des possibilités, des rôles que le virus revienne sous une autre forme, comme quoi il faudra toujours être vigilant et pendant peut-être les prochaines années. Oui, certainement, mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement le propre des coronavirus ou du SARS-CoV-2. Le virus d'influenza, le virus de la grippe revient à chaque année avec une différente forme, une différente constitution à sa surface, parce que lui aussi, il mute. Et au tout début de la pandémie, on pensait même que le virus de la COVID-19, le SARS-CoV-2, avait moins une capacité de muter que le virus d'influenza. Maintenant, on change un peu notre façon de voir parce qu'on a vu que le virus peut évoluer quand même assez rapidement. Mais n'empêche que ces virus-là, que ce soit le SARS-CoV-2, que ce soit le virus de la grippe et d'autres coronavirus, leur avantage, comme vous l'avez mentionné, c'est d'être capable de se changer, de muter, de s'adapter, si bien qu'ils soient capables justement de persister dans une population sous une différente forme un peu après mutation, d'infecter une personne qui a déjà été infectée ou encore, comme on l'a vécu avec la pandémie, et ça c'est un effet plus important et majeur pour ces virus et les populations, d'être capable de sauter d'une espèce à l'autre.
Alors, c'est une réalité qui est propre au virus. En ce moment, rappelons-nous qu'on est encore à l'ère Omicron, qu'il y ait vraiment un virus, un variant qui soit capable de compétitionner et d'être plus transmissible et devenir plus prévalent qu'Omicron, ça risque d'être difficile, mais pas impossible. Et Omicron, en ce moment, demeure un virus, un variant, et c'est tous les sous-variants qui ne sont pas responsables de symptômes aussi graves que, par exemple, ce qu'on a vécu avec le variant Delta. Alors, c'est comme un entre-deux. Il n'y a rien qui empêche qu'il n'y aura pas des variants ou des sous-variants qui pourraient être plus dangereux, éventuellement des symptômes plus graves. Mais encore là, je reviens sur le point que, vous savez, d'année en année, on a différentes formes du virus d'influenza, que ce soit sous type A ou type B. Parfois, certains sont plus associés à des symptômes graves que d'autres, plus transmissibles que d'autres. Et encore là, les vaccins sont plus ou moins efficaces. Alors, je crois que ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir cette réalité-là qui est spécifique à SARS-CoV-2, qui va s'ancrer un peu à une réalité qui est similaire à celle du virus de la grippe. Et même, on pourrait espérer et penser, et ça ils développent présentement, que les compagnies vont arriver même avec des vaccins combinés à l'automne, qui vont refléter ce qu'ils pensent pouvoir circuler autant au niveau du virus de la grippe que le virus de la COVID-19. Et ce sera les vaccins qui vont être offerts plus particulièrement aux personnes âgées. Mais il faut rester vigilant. On sait en effet qu'il va y avoir encore des zones grises. Il y a encore des zones grises, mais n'empêche que on doit admettre que l'automne et l'hiver, la saison d'automne-hiver a quand même été, on a traversé ces saisons-là sans des vagues qui étaient beaucoup trop prononcées comme on l'a vécu en 2022 particulièrement. Et un point vraiment de fierté, c'est ces médicaments, entre autres le Paxlovid, qui se confirme, n'est-ce pas, comme étant un médicament qui a fait ses preuves et qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus pour se guérir de la COVID. Et surtout les personnes âgées. Donc, on peut parler plus de miser sur c'est des gens qui sont plus susceptibles à développer des symptômes graves, personnes âgées, personnes avec des maladies chroniques. C'est certain que c'est un médicament qui, on savait, avait une efficacité qui était quand même extrêmement élevée, mais qui continue de démontrer son efficacité. Il y en a un autre qu'on utilise un peu moins, le molnupiravir, à cause de certains effets, mais n'empêche que ça nous démontre que en ce moment, on est arrivé avec une combinaison vaccin et médicaments antiviraux, produits en composants antiviraux avec efficacité. Et l'autre point aussi, c'est qu'on ne doit pas nécessairement penser que la recherche s'arrête, qu'il n'y a plus de développement qui se fait. Au contraire, il y aura encore des développements qui vont continuer pour développer des médicaments, non seulement des antiviraux, mais des médicaments aussi qui vont mieux traiter les personnes qui, malgré les traitements disponibles, vont quand même être hospitalisés et développer des symptômes graves. Alors ça, il y a un continuum qui est là et qui va faire en sorte qu'on aura encore d'autres options thérapeutiques et qui va permettre justement de mieux soigner cliniquement les personnes qui auront besoin d'être traitées en milieu hospitalier. Et un jour, j'espère qu'on aura à coup sûr, après étude, les réponses à cette question, à savoir pourquoi le virus s'attaque surtout à des gens comme des gens des pays développés en Occident et davantage par rapport à ces pays sous-développés qui n'ont pas eu droit au vaccin. Ceux qui prient Dieu pourraient dire qu'il y a un Dieu même pour les pays pauvres, Oh, professeur. vous savez, cette question-là est très complexe. Il y a plusieurs possibles raisons. C'est probablement une combinaison de réponses, mais c'est certain qu'il y a plus d'études qui permettra justement, entre autres, de voir qu'est-ce qui fait en sorte que les pays africains, à titre d'exemple, ont été moins affectés. Il y a certains exemples, certaines idées qui circulent, mais n'empêche que je crois qu'on devra attendre un peu pour finalement avoir une réponse plus juste et plus complète. Sinon, ça risque d'alimenter les sceptiques, professeur. Et de là, dès qu'on parle de sceptiques, il y a des anti-toutes, comme on dit, n'est-ce pas? Et des anti-vaccins aussi, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est certain qu'il ne faut pas nécessairement penser que les vaccins et les traitements qui ont été utilisés étaient utilisés à mauvais escient ou finalement on n'avait aucunement l'utilité.
Je crois qu'ils ont eu le rôle à jouer pour contrôler, pour nous aider justement à traverser cette pandémie. Et comme je l'ai mentionné, il y en aura d'autres vaccins et médicaments qui vont arriver sur le marché et puis qui vont continuer à nous aider. Et rappelons-nous aussi, ce qu'on a vécu dans la pandémie, qu'on vit encore, eh bien, ça va nous servir aussi comme base, comme balise pour d'éventuelles autres situations de crise qui impliquera un autre virus, une bactérie ou un autre agent infectieux. Et je crois qu'il y a ça en ça. Je crois qu'on a appris beaucoup. On a appris de nos erreurs, de nos lacunes. Et je crois qu'avec tout cet apprentissage-là qui continue, on va être, on espère, mieux positionné à la suite de la prochaine épidémie ou pandémie. On ne se la souhaite pas, mais certainement, à chaque fois qu'on est en contact avec des animaux, que ce soit dans les marchés ou encore dans des contacts avec particuliers, mais il y a risque de transmission et c'est pas la première fois que ça arrive, évidemment, à l'espèce humaine, une pandémie comme ça, et ça sera probablement pas la dernière fois. Professeur Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps pour nous, professeur. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Exactement.